Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans le journal de ce mardi 27 octobre 2020, dont voici les principaux titres. Lancement ce lundi d'un recensement des fonctionnaires de l'État au Burundi. Les 109 questions auxquelles ces derniers devront répondre inquiètent la Sephora-Arusha. Dans ce journal, vous suivrez le vice-président de cette coalition. La commission Vérité et Réconciliation devrait œuvrer dans l'impartialité pour apaiser les cœurs de tous les Burundais. C'est du moins le souhait d'un orphelin de père de 1972, originaire du sud du Burundi. Vous le suivrez dans ce journal. Le FOCODE a adressé une lettre au président des pays de la sous-région et à l'ONU. Il demande que le gouvernement burundais renoue avec la voie du dialogue inclusif. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un recensement général des fonctionnaires de l'État a été lancé lundi au Burundi. Les agents doivent répondre à une série de 109 questions, mais certaines de ces questions suscitent des inquiétudes, notamment du côté de l'opposition. C'est le cas de la coalition Sephora-Arusha qui fustige un recensement qui, pour elle, tend à diviser les Burundais, notamment la question sur l'appartenance ethnique. Guigemera Jean Bosco est le vice-président de la Sephora-Arusha. Ici, nous devons préciser que déjà notre population est sous le joug d'un pouvoir qui tente de diviser son peuple en qualifiant une partie de ses citoyens comme des citoyens à part entière et d'autres de seconde zone. Alors, vous savez, les questions à caractère ethnique, celles liées à la vie privée ne font qu'augmenter la peur au sein de cette population qui n'est pas sûre du lendemain. Voilà alors pourquoi au niveau de Sephora-Arusha, nous devons fustiger cet acte et ce genre de comportement de la part du gouvernement de Gitega. Et pourtant, le même gouvernement soutient qu'il est en train de suivre le prescrit d'Arusha concernant notamment la question de l'appartenance ethnique. Or, la Sephora-Arusha défend mordicus justement cet accord. Est-ce que le gouvernement n'irait pas justement dans ce sens que vous êtes en train que vous défendez? Avant de croire aux propos du gouvernement, il faudrait interroger et voir le topo, la situation qui prévaut dans le pays, puisque en commençant par l'année 2015, où le pouvoir du CNDD-FDD a donné a commencé à violer de façon flagrante cet accord d'Arusha où les quotas ne sont plus respectés, où on veut une population monochlore, on veut que tout le monde appartienne au parti CNDD-FDD. En interrogeant ce qui se passe dans le pays, on voit très bien que l'accord d'Arusha n'a plus de place dans les cœurs des gens qui sont au pouvoir et ne cessent même de l'avouer au grand jour à tout le monde que cet accord d'Arusha, ils n'en sont pas signataires. Guigemera Jean Bosco, le vice-président de la Sephora-Arusha, la seule solution de retour de la paix au Burundi sera issue du dialogue inclusif. C'est l'avis de maître Janvier Bigirimana, le secrétaire général du FOCODE. Le FOCODE, ensemble avec plus de 15 autres organisations de la société civile, ont adressé une correspondance aux chefs d'État des pays de la sous-région et à l'ONU pour leur demander de contraindre le gouvernement burundais à revenir sur la table du dialogue. Et la correspondance en question a été adressée au chef d'État de la communauté de la conférence de la région des Grands Lacs. L'idée qui était derrière cette correspondance, c'est que d'abord, le Burundi est un État partie de cette communauté, une communauté qui a pour mission principale la paix et la sécurité. Et nous avons voulu rappeler à ces chefs d'État que la paix et la sécurité au Burundi
reste hypothétique aussi longtemps que la crise de 2015 n'est pas résolue. La deuxième raison, c'est que ces chefs d'État, la plupart d'entre eux sont témoins oculaires de l'accord d'Arusha qu'ils ont d'ailleurs parrainé. L'accord d'Arusha de 2000 qui avait permis la paix et la stabilité pendant une certaine période au Burundi. Nous leur avons rappelé que cet accord est actuellement menacé par le comportement du régime en place qui a érigé la terreur en mode de gouvernance. Le message principal qui est lancé à travers cette correspondance, c'est d'appeler ces chefs d'État à convaincre le régime en place d'accepter de dialoguer sans précondition et d'accepter que la crise de 2015 est une crise profonde, une crise qui a fait que plus de 400 000 Burundais fuient le pays, une crise qui a fait qu'il y a eu plusieurs Burundais qui ont été assassinés, une crise qui a fait qu'il y a eu plusieurs cas de dispersion et que plusieurs Burundais actuellement croupissent dans les prisons burundaises dans des conditions très déplorables. Et que l'une des manifestations de cette situation critique est la récente interception d'un groupe armé du mouvement rebelle de Tabara qui ont été interceptés au Rwanda. Nous leur avons rappelé que cela est une conséquence d'une situation critique d'une crise qui n'a pas été résolue depuis 2015 et qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent que les Burundis puissent s'asseoir ensemble pour un dialogue inclusif afin de résoudre cette crise qui ne peut que durer, une crise qui fait que le Burundi continue à régresser sur tous les plans. Maître Janvier Bigirimana, le secrétaire général du FOCODE. Le travail de la commission Vérité et Réconciliation risque de raviver la haine ethnique. Le fait d'attribuer tous les ossements découverts à Nyanza-Lac aux seules victimes Hutus constitue un déni de l'assassinat des Tutsis à Nyanza-Lac. Ce sont les révélations de Macédonius Guamashuri, natif de la province de Bururi, qui affirme que son père et ses oncles maternels ont été tués à Nyanza-Lac durant la crise de 1972. Il demande à la CVR d'être impartiale pour rassurer tous les Burundais, en particulier les victimes des ethnies confondues. Le président de la CVR, Pierre Claver Ndayicariye, serait tenté de faire le contraire d'un gouvernement généré, selon le président Ndayishimiye, parce qu'il met en avant l'ethnie. Il affirme que seuls les Hutus ont été tués en 1972. Parmi ces restes que la CVR est en train de déterrer à Nyanza-Lac, il y a ceux de mon père, de mes oncles maternels et bien de mes parentés et ceux de ma mère. Son travail risque d'attiser la haine ethnique encore une fois. Nous demandons à la CVR de bien conserver ces ossements en attendant qu'il vienne des experts pour identifier les victimes et permettre aux familles de procéder à l'enterrement et à la levée de deuil définitive. Nous souhaiterions avoir une CVR crédible, capable de travailler sans côté penchant à une seule ethnie. Il sera très difficile pour lui de changer le langage. Vous le savez, il est difficile de se contredire. Il devrait demander pardon à nous les orphelins de 1972, nous les Tutsis et les Batwa qu'il a ignorés. Il a pris les ossements des nôtres pour les attribuer à une seule ethnie des Hutus. Vous aurez droit à l'intégralité de son témoignage d'ici quelques jours sur les plateformes de diffusion de la télévision Renaissance. Et hors de nos frontières, Félicien Kaboga passe ce mardi sa deuxième nuit au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale à Scheveningen, la prison de La Haye. L'homme d'affaires rwandais devra rester confiné pendant 10 jours avant sa première comparution, lors de laquelle il devra dire s'il plaide coupable ou non coupable de génocide et crimes contre l'humanité. Winnie Nkurunziza.
Dès son arrivée dans la prison de Scheveningen, il a été placé en quarantaine. Félicien Kabuga aurait dû rejoindre l'antenne d'Arusha où a longtemps siégé le tribunal pour le Rwanda. Mais sur requête de la défense soutenue par le procureur, un juge a décidé qu'il ferait d'abord escale à La Haye pour des examens médicaux, pour décider si l'octogénaire est apte ou non à rejoindre Arusha en dépit de ses problèmes de santé et si la pandémie de Covid-19 l'autorise. Le juge n'a pas indiqué la durée de l'escale néerlandaise de Félicien Kabuga. Le procès lui-même ne sera pas ouvert avant plusieurs mois, le temps pour le procureur de revoir un dossier en sommeil depuis 2011. Arrêté mi-mai après 26 ans de cavale, l'homme d'affaires rwandais doit répondre de 7 chefs d'accusation de génocide et crimes contre l'humanité. Fin septembre, la Cour de cassation avait validé le mandat d'arrêt émis contre lui et ordonné son transfert vers le mécanisme, un organe de l'ONU chargé des derniers dossiers. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, qui a fermé ses portes en 2014. Le mécanisme dispose de 2 antennes, l'une en Tanzanie et l'autre aux Pays-Bas. L'ancien patron et fondateur du Fonds de défense nationale, Félicien Kabuga, devra notamment répondre de son rôle dans l'approvisionnement des milices Interahamwe. Selon des informations parues sur le site du magazine New Times, le bureau d'Interpol aux Pays-Bas a arrêté Joseph Mugenzi, un septuagénaire rwandais accusé d'être impliqué dans le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. A signalé que le Rwanda avait demandé l'extradition de Joseph Mugenzi pour qu'il soit jugé dans son pays d'origine. Les Pays-Bas avaient déjà extradé des fugitives génocidaires arrêtés sur leur sol. Merci Winnie Nkurunziza. Les Burundais qui ont pris part au week-end culturel décolonial organisé par le centre Iliba à Kigali indiquent avoir été inspirés par l'attachement de la population rwandaise à leur culture d'avant la colonisation. Muheto Jean Darcy, un peintre d'objets d'art, ne cache combien cet atelier lui a été utile. Jean Darcy précise aussi que le fait qu'il soit en exil ne l'a pas empêché de rester attaché à la culture de son pays. La preuve en est que c'est en exil qu'il a commencé la peinture des images qui valorise la culture burundaise. Mu Burundi sinabikora nkuko uvuga ati ni umwuga. Au Burundi, je ne faisais pas la peinture comme un métier. Je le faisais par plaisir. En plus, je n'avais jamais utilisé la peinture dans mes dessins. J'utilisais seulement un stylo et un crayon. Je n'ai commencé à utiliser la peinture qu'ici au Rwanda. Peux-tu nous dire ce qui t'a poussé à faire ce métier? À cette époque au Rwanda, je n'avais pas d'emploi. Et j'ai entendu qu'il y a une formation en art. Puis j'ai pris la décision d'y aller pour apprendre à utiliser la peinture dans mes dessins. Je n'avais aucune notion car je n'avais pas fréquenté une école d'art. J'ai cherché l'école d'art, mais je ne l'ai pas trouvée. Je suis allé me faire inscrire dans cette formation. Il n'y avait pas une place disponible, mais ils m'ont dit de laisser mon numéro de téléphone pour qu'ils puissent me contacter. Après un mois, ils m'ont appelé et j'ai commencé cette formation. Après 5 mois, je pouvais dessiner de petits dessins à vendre. Est-ce que ce week-end culturel décolonial organisé ici vous a été utile? Oui, moi ça m'a beaucoup aidé. Ils ont appris le patrimoine culturel du Rwanda avant la colonisation. Ça a été une leçon pour moi que nous aussi nous devrons faire pareil. Car la colonisation a beaucoup affecté notre culture. Est-ce que le fait que tu n'es pas dans ton pays ne te déconnecte pas avec ta culture? Il y a un adage qui dit qu'on ne refuse pas de téter sa mère parce qu'elle est galeuse. Je ne peux pas dire que je déteste mon pays à cause de la situation qui prévaut. J'aime le Burundi. Je suis là où je suis, ça fait rien. Mais je reste burundais toujours. Muheto Jean Darcy s'est entretenu avec notre confrère Wigilinda Avdi-Thierry. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.